Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue. On est content de vous retrouver cette semaine pour un épisode sur le marchand de biens. Exactement. On pense que c'est un sujet qui peut en intéresser plus d'un. Et quand on avance dans l'investissement, surtout immobilier, ça fait quand même un bon levier, le marchand de biens. Du coup, c'est le thème du jour. Mais juste avant, on va parler de la boom anecdote de cette semaine. On n'en a qu'une. On va essayer de faire rapide cette fois l'intro. Ouais, parce que des fois on s'endort un peu dans les autres. C'est ça. Non, je plaisante, mais c'est vrai que des fois on les fait un peu longues. Du coup, la boum anecdote de cette semaine, je suis fatiguée d'avance de la raconter. Exactement. Alors franchement, parce qu'on est reparti que là, on était vénère. En fait, vous le savez, on en a parlé je sais pas combien de fois sur cet épisode. On a rénové des locaux commerciaux. On a dû payer une blinde et demie sur des menuiseries qu'on a changées. On a également dû refaire la façade sur un des locaux commerciaux qu'on a mis en exploitation, enfin qu'on a loué à un preneur qui va l'exploiter. Et en fait, cette semaine, c'était la livraison du chantier avec le nouveau rendez-vous avec la mairie pour contrôler qu'on avait bien respecté l'autorisation d'urbanisme qu'on avait eue et avoir notre attestation de conformité de fin de chantier et surtout que cela débloque ensuite qu'on puisse bénéficier de la subvention parce qu'on bénéficie de 50% de subvention sur ce projet. Ça justifie un peu le fait que ça coûtait une blinde et demie également à faire et ça nous permet de rentrer dans nos frais. Et puis c'est surtout que nous là actuellement, vous savez, les subventions vous les recevez après, donc nous on a déjà tout payé dans les travaux et là on est impatient de recevoir la subvention parce que c'est de la trésor dehors et beaucoup de trésor dehors. C'est une trésor de mairie dehors surtout. Exactement, enfin on en a marre d'avancer de l'argent à l'État et on avait rendez-vous avec lui cette semaine, donc c'est un des agents du service d'urbanisme de la mairie qu'on a déjà eu sur le dossier. Depuis le début je le sentais pas trop ce bonhomme, mais effectivement il a mon sixième sens ne m'a pas trompé là-dessus parce qu'en fait honnêtement les travaux ont vraiment bien été réalisés, enfin il y a rien à dire, les menuiseries sont bien posées, la façade elle a bien été reprise, surtout que nous on avait donné un cahier des charges à notre artisan, c'était que ça devait pas coûter très cher parce qu'honnêtement on n'avait pas envie de mettre non plus 30 000 balles dans une façade et forcément en termes d'enduit de décroûtage, vous savez sur une façade ça peut coûter 5 000 balles comme ça peut coûter 30 000 euros en fait, tout dépend ce que vous faites, si vous faites un décroûtage complet, si derrière vous devez repasser je ne sais combien de dizaines et des dizaines de sacs d'enduit à la main parce que c'est de l'enduit à la chaux donc pas de l'enduit projeté, donc ça met énormément de temps à faire, plus il y a la peinture derrière, sachant que faut faire un échafaudage, il y a un nettoyage de chantier, on est dans un centre-ville donc c'est difficile de circuler, de mettre les engins de chantier dans cette zone. Il y a un petit peu toutes les contraintes qui font qu'un chiffrage peut rapidement exploser et honnêtement pour le budget qu'on avait fixé à l'artisan, il nous a vraiment fait un truc extrêmement carré et on arrive sur place. On fait un premier point avec notre artisan, franchement on est très content, il m'avait déjà montré à distance. Le mec s'est pas pointé à l'heure, il est arrivé avec un quart d'heure de retard alors qu'il est à 20 mètres. Oui exactement, en plus on est c'est le genre de chantier qu'on peut pas rater parce qu'il est à 20 mètres de la mairie, donc effectivement lui il venait à pied, donc il était pas très loin, il est quand même arrivé en retard, bon ça nous a permis au moins de faire le point avec l'entreprise, et en fait quand il est arrivé, vraiment déjà il nous a dit qu'il était déjà passé en avance en fait pour vérifier en amont, donc en plus on était là, non mais déjà il y a que ça à faire déjà pour compenser, je pense. Et en plus pour vous donner juste une petite anecdote, mais en gros il y avait une porte où en fait il manque une grille d'aération, donc c'est vrai que sur le plan la porte doit avoir une grille, là il se trouve que la grille avait pas encore été livrée, donc en fait la porte est pleine pour l'instant, mais elle sera redécoupée et la grille sera ajoutée, enfin vraiment on va pas se mentir, c'est un détail hein. Vous arrivez dessus, on vous montre le plan, franchement pour s'en rendre compte il faut un peu de temps, et mon artisan me prévient, je lui dis
franchement, n'en parle pas au gars de la mairie, il y a vraiment moyen qu'ils s'en souviennent pas. Et là, honnêtement, il est arrivé, ça faisait pas 20 secondes qu'il était là, qu'il a fait dites-moi, sur la porte, il manquerait pas une grille par hasard? Je suis, oh putain, c'est pas, déjà ça commence mal. Ensuite, il commence à nous voir plein de petits points, parce qu'en fait, forcément, il y a certains éléments sur une vieille façade comme ça, genre des anciens rideaux métalliques que notre preneur veut récupérer, qu'en plus on peut pas forcément retirer, sinon ça fait un trou tout simplement dans la façade. Enfin, vous voyez, c'est des petits détails qui font que ça va être fait. C'est notre preneur qui va s'en occuper au moment où il va mettre ses enseignes, et en fait c'est juste pas à nous de nous en occuper. Et il nous dit si, mais le problème c'est que c'est dans la même demande d'autorisation d'urbanisme, donc en fait tant que c'est pas fait, je vous donne pas l'attestation de conformité. Et vraiment il a chipoté sur des trucs, je sais pas, un endroit il restait pour vous dire, mais vraiment un espèce de bout de ferraille de peut-être 4 cm de long qui dépasse de la façade, et que justement notre artisan dans le doute a préféré laisser parce qu'il sait pas exactement à quoi ça servait. Il avait même peur que l'architecte des bâtiments de France nous dise que c'est un élément hyper important du patrimoine local et qu'il fallait pas le tailler. Et en fait il nous a dit oui, si vous mettez pas un coup de disqueuse dessus, on vous donne pas l'attestation quoi. Donc bon, c'est des détails, ça nous coûte pas cher, mais en fait ça nous rend juste fou, parce que honnêtement le travail est fait, ça aurait dû être terminé cette semaine, et en fait on va encore devoir reperdre du temps, sachant que là en plus on va être obligé de voir avec notre preneur qui va devoir poser son enseigne, ça va mettre je sais pas combien de temps. Et le problème c'est ce que j'ai dit au mec, j'ai dit honnêtement vos travaux que vous demandez, ok on vous met 3 tasseaux de bois et c'est terminé. Le problème c'est que ça va embêter notre preneur qui du coup va devoir les retirer. Enfin vous voyez, en fait le souci c'est que si on va au bout de ce que nous demande le mec de la mairie, en fait on va devoir travailler 2 fois, parce que ce que nous on va devoir faire, notre preneur derrière il va devoir le retirer pour remettre son enseigne après. Et en fait honnêtement il chipote. Je sais pas si j'ai été clair, t'en penses quoi, toi? Si, t'as été clair, parce que déjà, rien que, on le dit souvent, mais l'immobilier, ça prend du temps. Ça nous a bouffé une après-midi, en fait, le temps d'y aller, de voir qui pinaillait, de machin, de refaire le point avec l'artisan, d'appeler. En fait, ça nous a pris une après-midi. C'est ça. On est parti à 15h, je crois, on est revenu à 20h. 19h, ouais. Et nous, ce qu'on retient surtout de cette histoire, c'est qu'en fait, à la base, on s'était engagé à changer juste les menuiseries parce qu'elles étaient fissurées, et c'était un vieux local dont personne ne s'en... Ça faisait 20 ans que tout le monde s'en C'était dit comme ça dans le centre-ville depuis 20 ans. En fait, donc, ce qui est assez fatigant, c'est qu'en plus, on fait faire un commerce, donc normalement, des impôts pour la mairie. De la TVA pour l'État. Le truc est quand même bien rénové, en fait, on se fait emmerder par un mange-merde, excusez-moi du terme, mais un rat de mairie, là, il y connaît rien à l'investissement. En fait, on est plus jeune que lui, ça le fait chier, visiblement, et puis il pinaille comme s'il avait une expertise sur quoi que ce soit, vraiment relou. Oui. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on vous l'avait raconté au moment, mais en fait, notre preneur a décidé de reprendre les plans de menuiserie pour pouvoir faire une demande par son architecte, en fait, en mairie. Et c'est ça qui nous met dans le jus. C'est que l'architecte, il a des ambitions pour ce local. Oui, c'est-à-dire qu'il a fait un truc d'architecte, il a voulu que ce soit le plus joli possible. Ok, il nous donne un plan. Bon, voilà, dans la réalité, si c'est plus joli, que ça coûte 3 fois le prix, en fait, on fait pas comme ça, quoi. Ouais, et le problème, c'est qu'en fait, il a mis des choses dans le cahier des charges. C'est là où on n'a peut-être pas été bon, c'est qu'en fait on se rendait pas compte que ça allait poser... Que c'est ça qui allait poser souci. Souci en fait, et pour lui je pense que c'était n'importe quoi, mais la grille, ils ont demandé à ce que la menuiserie sur un des côtés soit reculée de 20 cm, et ben en fait là on a un trou. Oui, en fait, il faut refaire un soubassement, faut refaire un soubassement en dur dessous, mais ça, c'est pas un problème en soi parce que notre preneur comptait de toute façon élargir l'épaisseur de ce porteur-là. La manière dont ça se profile, c'est qu'en fait, on aura l'attestation de conformité quand notre preneur aura fait ses travaux. Et ça nous rend dépendant de quelqu'un, et en fait c'était pas prévu comme ça. Et moi, tu vois, ce que je reproche vraiment dans cette histoire-là, c'est que il était pas aussi sévère qu'on a fait justement la réunion d'ouverture de chantier. C'est ça que moi qui me dérange, parce qu'honnêtement, qu'on aurait fait la réunion d'ouverture de chantier, qui nous aurait vraiment listé par écrit les points importants, et qu'effectivement on les aurait pas respectés, j'aurais envie de dire bon mais voilà, ok, on connaissait les règles. Mais en fait on a fait la réunion de chantier, on lui a bien dit bon mais c'est menuiserie et enduit façade, on est bon. Déjà il nous a, sur la réunion d'ouverture de chantier, obligé à augmenter un peu le coût sur la rénovation de la façade, parce qu'on a dû rajouter de l'enduit qui était pas prévu. C'était scandaleux ça aussi, la réunion de façade. En fait il était là, ouais ça vous pouvez le reprendre, la fissure, le machin. On était là, gros c'est pas tes sous en fait, donc dis-nous juste ce qu'il faut pour avoir l'attestation et c'est tout. Et il était là, oui il faudrait reprendre ça, limite il grattait le mur là, il est insupportable vraiment. Ouais c'est ça. Et en fait
J'en avais parlé, je crois, il y a 2 ou 3 épisodes. En fait, déjà, il nous a vu arriver depuis le début. Il s'est mis en tête qu'en fait, on était une multinationale qui pesait des centaines de millions d'euros, ce qui n'est absolument pas vrai. Enfin, j'aimerais bien que ça le soit, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, non. En fait, on est 2 investisseurs particuliers au début de leur parcours. Honnêtement, on compte au minimum les coûts. Et quand on arrive sur un vieux local commercial qui est abandonné depuis 20 ans, déjà, on va le faire fonctionner. En fait, il devrait presque nous taper sur l'épaule et nous dire bon, c'est bien, c'est du bon boulot. Voici votre attestation. Au lieu de commencer à pinailler pour un espèce de bout de métal de 3 cm de large qui dépasse du mur, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai le sentiment que à cette mairie-là, en fait, à l'urbanisme, ils s'ennuient et ils en font tout de suite une grosse affaire alors qu'on change juste des menuiseries. Enfin, bon. Donc ça aussi, c'est une des choses qu'on retiendra. D'ailleurs, là, on a peut-être en vue d'acheter un local. On va appeler la mairie avant pour savoir ce qu'il faut faire. C'est dans une autre ville, hein. Notre mairie. Oui, c'est une autre ville et vraiment, on va tester avant. Voilà, on s'y prendra vraiment à 2 fois, voir bien ce qui doit être fait et surtout... L'architecte, on l'avait pas payé. Alors ok, il a fait des plans sympas et tout, mais en fait, il nous a plus emmerdé qu'autre chose. C'est ça. Bon après encore une fois, on l'a pas payé. C'était pas notre architecte, hein, c'est l'architecte du preneur. C'est l'architecte du preneur. Mais ça nous y prendra aussi que la prochaine fois, si le preneur veut faire différemment, il fait sa propre demande de modification et nous, ça nous concerne pas, quoi. Ouais, parce qu'en plus, bon, notre preneur, il est sympa, mais en fait, il dort un peu debout. Il met du temps sur ses travaux. Ouais, il fait beaucoup de temps à mettre ses travaux. Oui. Il met vraiment du temps, donc c'est chiant. Donc voilà. Bon, ce sera le fin de l'anecdote du jour. Peut-être un petit point rapide sur les cryptos parce qu'il y a eu le halving cette semaine qui a eu lieu il y a 2 jours même pas. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Non, après bon, je pense que si vous suivez un peu les marchés financiers et celui de la crypto en particulier, vous voyez que en ce moment ça latéralise pas mal. En plus sur les marchés financiers, on a eu un peu une correction à cause forcément des tensions au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Donc pour l'instant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Enfin, on a revu des journées qu'on n'avait pas vues depuis longtemps à peut-être moins 20% en 2 jours sur les cryptos. C'est normal, hein. Est-ce que c'est la fameuse correction de mi-cycle dont tout le monde parle peut-être, ou alors simplement ça latéralise avant de repartir. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas les fondamentaux de ce bull run, ils sont absolument pas remis en cause. Maintenant, si le Bitcoin il divise de moitié, là, écoutez, on en reparlera. Mais en tout cas, si vous avez des positions pour l'instant, tenez-les, tu vois, c'est toujours pareil, hein, d'où l'intérêt de pas avoir de levier, parce que là, si vous auriez un levier x3, x4, x5, vous êtes cuit. Si vous étiez en levier 0 ou en levier, si ça veut juste ouvrir une position en x1, là, forcément, vous êtes bien. Donc, bon, je pense, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur l'actualité. Ok, super. Bon, on va passer au thème du jour, du coup. Le marchand de biens, un grand sujet. Déjà, pourquoi on a choisi ce sujet? Mais je ne sais pas, c'est toi qui as choisi. C'est vrai que j'ai choisi. Bon, il fallait bien entendre la question. C'est parce qu'en fait, j'en entends parler partout. Moi, j'aime bien me tenir informé. Je suis abonné à je sais pas combien de newsletters, de podcasteurs, de youtubeurs, de formateurs dans l'immobilier, dans les formations en ligne. J'aime bien savoir un peu ce qui se fait, me tenir au courant de l'actualité. Et c'est vrai que remontée des taux oblige, l'immobilier locatif est un peu moins rentable qu'avant, surtout sur l'immobilier de haut rendement comme on fait, c'est-à-dire que votre cash flow est plus bas parce que forcément votre mensualité de crédit, elle a peut-être pas doublé, mais je veux dire elle a augmenté de 50 à 60% à peu près avec la montée des taux d'intérêt. Donc forcément, qui dit augmentation des taux dit beaucoup moins de marge sur votre cash flow et ça rend l'immobilier locatif moins attrayant. Du coup, il faut bien toujours vendre autant de formations et continuer sur le sujet de l'immobilier. Ils vous vendent beaucoup plus en ce moment le marchand de biens. C'est un peu plus à la mode, honnêtement. Si on se remet 3 ou 4 ans en arrière, c'était beaucoup plus rare. Enfin, je pense quasiment personne en parlait. Là, aujourd'hui, je vois une explosion des formations sur le sujet, des vidéos sur le sujet. Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que, en tout cas, sur ce qu'on vous a préparé là sur cet épisode, il y a plusieurs points, je pense, hyper importants qu'il faut garder à l'esprit avant de se dire qu'on va faire des opérations de marchand de biens. Tu penses que les gens qui font des formations comme ça, ils ont déjà fait... Enfin, c'est des experts marchands de biens ou pas? Parce qu'en réalité, moi, en compta, j'en ai déjà vu. Enfin, dans le cadre de mon cabinet... de mon activité salariée, j'en ai déjà vu. Et en fait, il faut quand même avoir les reins solides. Et pour moi, ça s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Donc en fait, quand je vois 15 milliards de formations, le mec il a une formation sur la sous-location et après une formation sur le marchand de biens, je me dis bon. Après, c'est un marchand de biens, je sais pas. J'ai envie de te dire, ça dépend quand même. En général, c'est quand même dans la sphère de l'immobilier. Donc, normalement, si ça fait longtemps que t'es investisseur immobilier, qu'en plus, t'as du réseau là-dedans, que t'as fait pas mal d'opérations, t'as normalement un peu touché à tout, entre guillemets. Donc, effectivement, je pense quand même que les gens qui en parlent ont fait des opérations de marchand de biens. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux.
Après, est-ce qu'ils sont des vrais marchands de biens? Déjà, il faut définir un petit peu ce qu'est un marchand de biens. Un marchand de biens, c'est avant tout une activité professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui achète de l'immobilier qui revend. Vous pouvez entre guillemets le faire à titre particulier, de manière plus intéressante, même fiscalement. On en parlera tout à l'heure. Mais si vous êtes un vrai marchand de biens, c'est-à-dire que vous avez une société où vous ne faites qu'acheter de l'immobilier, faire des travaux dedans ou juste simplement diviser. Enfin bref, vous apportez d'une manière ou d'une autre de la valeur et vous revendez. Ok, là vous êtes marchand de biens, mais en réalité ça court pas les rues. Ça s'adresse quand même plutôt à des investisseurs immobiliers qui ont un petit peu de bouteille, qui ont une bonne expérience des travaux, parce que faire du marchand de biens sans travaux, ça se fait, mais bon, dans la majorité des cas, tu fais quand même des travaux. Oui. Et surtout, il faut du cash, quoi. Il faut beaucoup de cash quand on est marchand de biens. Ou alors être associé avec quelqu'un qui a beaucoup de cash. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas là, on n'est pas sur l'investisseur locatif tout seul qui fait son 110% à la banque pour acheter son appartement, quoi. On est quand même sur un niveau, on va dire, d'ouverture sur l'investissement, et en plus même plutôt de l'entrepreneuriat, parce qu'en réalité les marchands de biens c'est plutôt ça, c'est une activité professionnelle. On s'éloigne un petit peu de l'investissement, pas vraiment passif, mais je veux dire un peu de l'investissement à côté d'une autre activité. C'est une activité à temps plein là-dessus, ou quasi temps plein en tout cas, si on veut en faire de manière sérieuse. Tu peux expliquer du coup ce que c'est le marchand de biens et surtout le caractère professionnel de l'activité, parce que ça a une importance quand même. Oui. Alors, l'activité de marchand de biens, comme son nom l'indique, c'est en fait vous achetez, vous revendez de l'immobilier. Après, pour que ce soit rentable, faut que vous ayez une valeur quelque part. En général, le marchand de biens, c'est plutôt quelqu'un qui va arriver à acheter pas cher. Le problème, c'est que si simplement vous achetez un appartement, que vous le revendez, à part vraiment si vous avez un coup de chance, vous arrivez au bon moment, il faut quand même une raison qui fait que vous arrivez à revendre beaucoup plus cher que le prix que vous l'avez payé. La plupart du temps, ça va être des travaux. Donc typiquement, si vous êtes marchand de biens, on va dire le cas un peu le plus facile du marchand de biens, celui qui va trouver un appartement complètement délabré et qui va arriver à faire des travaux efficaces pour un budget plutôt limité, qui va arriver à le revendre cher. Donc par exemple, ça on peut l'imaginer un peu dans les grandes villes où c'est assez tendu. Vous prenez un appartement, je sais pas, de 70-80 mètres carrés qui s'adresserait par exemple à une famille qui souhaiterait vivre à Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Lyon, quelque chose dans ce style. Vous achetez un appartement qui est complètement délabré, vous allez payer moins 30, moins 40% par rapport au prix du marché. Vous avez des entreprises sous la main, ou en tout cas vous arrivez à en trouver, qui vous feront des bons travaux pour un rapport qualité-prix très correct. Et quand vous allez revendre, vous allez revendre, on va dire, sur la fourchette haute, on va dire, ou en tout cas moyenne haute du marché. Vous adressez à une famille qui veut du clé en main, parce qu'on va, en fait, vous arrivez un petit peu à l'endroit où cet appartement délabré, une famille qui cherche à vivre dans le centre de Toulouse, ils vont pas acheter un appartement délabré parce qu'il y a 6 mois de travaux ou au moins 3-4 mois de travaux, ça les intéresse pas, ils ont pas les connaissances, pas les compétences. Vous, en tant que marchand de biens, vous arrivez, vous achetez cet appartement, vous le remettez au goût du jour, vous le rénovez entièrement et vous revendez justement à une famille qui a besoin de se loger, qui va être très content d'avoir un appartement qui sera entièrement rénové. C'est ça l'activité de marchand de biens. Et ça, c'est le cas le plus simple. Après, donc ça, caractère habituel, du coup, tu fais ça plusieurs fois. Ah oui, c'est un marchand de biens. On dit souvent, je crois que pour en vivre, il faut dégager à peu près 100-150 000 euros de marge par an. Donc ça commence à faire beaucoup, parce que si vous imaginez un appartement dans le centre de Toulouse, allez, je voudrais pas dire de conneries sur les prix, mais grosso modo à Toulouse aujourd'hui, sur un appartement bien sympa, on doit être à 6 000 euros du mètre carré. Ça fait grosso modo qu'un bel appart de 80 mètres carrés, ça vaut entre 400 et 500 000 euros. C'est-à-dire que vous le payez 300, vous faites 50 000 ou 80 000 de travaux. Vous allez le revendre 450, 500. Allez, vous faites, vous pouvez faire, dans une ville comme Toulouse, vous pouvez potentiellement faire entre 50 et 100 000 de marge sur une opération. Donc, c'est-à-dire que vous devez au moins faire 2-3 opérations par an sur ce type de produit pour en tout cas faire une marge suffisante. Ouais, ok. Et après, sinon, il y a les opérations plus complexes de marchand de biens, où là, on commence à arriver dans un niveau un peu au-dessus. C'est, par exemple, vous récupérez une grande maison de ville, ou en tout cas dans une zone où il y a un potentiel sur des logements plus petits, ce qui pourrait s'apparenter à ce que pourrait faire un investisseur immobilier en soi. Là, on commence à être sur des projets qui peuvent être similaires. C'est la destination qui va pas être la même. C'est-à-dire que là, par exemple, vous récupérez une grande maison qui fait peut-être, 200-250 mètres carrés. Vous la divisez en 7-8 petits appartements et vous revendez les appartements à la découpe pour soit des personnes qui veulent y vivre parce que dans la zone il y a de la demande en résidence principale, par exemple pour des jeunes actifs ou des personnes qui veulent des petites surfaces, soit vous revendez directement des investisseurs locatifs
qui forcément c'est plutôt des investisseurs un peu passifs qui veulent du quasi clé en main, en tout cas qui veulent juste avoir trouvé un locataire et mettre en location dessus, et qui en tout cas ne cherchent pas forcément de la rentabilité au rendement, parce que naturellement quand le marchand de biens il va vous revendre ce type de produit, vous attendez pas à mieux qu'à 6-7%, et encore en fonction de la zone, quoi. À mon sens, du coup, je pense, tu me dis ton avis, mais je pense qu'il faut quand même avoir une expertise dans le métier des travaux ou de l'immobilier, c'est-à-dire, Oui. Je sais que toi, tu as des clients qui le font en banque privée, mais parce qu'ils sont bureaux d'études, enfin, leur métier principal à la base, c'est bureau d'études. Oui, du coup, forcément, pour eux, c'est facile d'avoir les terrains, c'est facile d'avoir les biens. Et généralement, ils sont du métier, du coup, ils ont plein d'artisans qui connaissent facilement. C'est vrai que bon, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Enfin, après, pourquoi pas, hein. Mais ça me paraît compliqué sans aucune expérience d'être marchand de biens, et surtout de faire des bonnes OP, parce que du coup, on va en parler. Mais c'est risqué quand même comme activité. Oui, effectivement, là, t'attires un point hyper important, c'est qu'effectivement, moi, les marchands de biens que je côtoie en tant que banquier, c'est soit ils font déjà de la promotion à côté et ils vont avoir une petite activité de marchand de biens, parce que promotion marchand de biens, c'est quand même bien différent. Le promoteur, vraiment, il prend un terrain, il construit quelque chose dessus. Le marchand de biens, c'est plutôt soit de la rénovation, soit de la division foncière, à la limite peut-être un aménageur, tu vois, qui est, on va dire, quelqu'un qui viabilise des terrains, ça peut s'apparenter plus ou moins à un marchand de biens, mais c'est quand même assez différent. Mais effectivement, donc soit ça va être des promoteurs, donc il y a déjà les contacts, déjà les entreprises, ou alors parfois des gens qui ont bossé dans des bureaux d'études immobiliers, des gens qui bossent dans des bureaux d'architectes, des ingénieurs en génie civil, ou alors peut-être des conducteurs travaux également, qui ont un peu tous les contacts nécessaires. Donc ça va plutôt être ce type de profession qui vont y aller. Il peut y avoir aussi, plus rarement, mais ça peut exister, des agents immobiliers qui ont un bon réseau. Ouais, c'est vrai. Et qui ont un peu de cash et qui qui peuvent se permettre de faire à leur compte des activités de marchand de biens directement. Donc c'est pas non plus hyper courant. Et sinon, on va avoir l'autre type de marchand de biens que j'ai, c'est parfois aussi des anciens chefs d'entreprise qui ont vendu leur boîte, qui ont pris un gros ticket, qui ont, on va dire, des connaissances dans l'immobilier locatif et qui arrivent à s'associer, par exemple, avec quelqu'un qui est bon sur les travaux, qui est bon sur l'aspect administratif, et eux, en fait, ils vont surtout apporter le cash, quoi. J'allais dire, parce qu'on en parle un peu défaitiste depuis le début de l'épisode, en mode c'est ultra inédit, c'est dur et tout, machin, mais en fait, une des bonnes manières de s'y intéresser et de mettre un pied là-dedans, c'est de s'associer. Tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, les marchands de biens, ils ont souvent des associés. C'est rare que vous voyez quelqu'un tout seul. Moi, j'ai toujours vu à chaque fois Alors, soit c'est des familles, soit vraiment c'est deux bonhommes qui n'ont rien à voir, mais il y en a un qui a le cash et l'autre qui gère. Oui. Enfin, c'est souvent comme ça que ça se goupille, mais... Oui, tout à fait. On peut aussi y avoir, par exemple, si à un moment donné, vous trouvez une super belle opportunité immobilière, mais que vous n'avez pas forcément le cash ou les compétences pour l'avoir tout seul, c'est de trouver quelqu'un qui les a, d'apporter l'affaire et de vous associer là-dessus. En mode, vous apportez en fait l'opportunité de faire du cash et quelqu'un vient vous apporter les compétences pour faire la réalisation de cette opération, quoi. Donc ça peut être aussi un cas dans les opérations de marchand de biens, mais ce qui est important à quand même dire, c'est qu'il y a un cadre, il y a un cadre là-dedans. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, il y a plein de prérequis à avoir. Donc effectivement, on parlait des prérequis des compétences, ou alors si vous n'avez pas les compétences, c'est trouver quelqu'un qui les a, avoir le cash, ou trouver quelqu'un qui a le cash. Mais là, si vous avez ni les compétences ni le cash, ça commence à être compliqué. Tu peux donner peut-être une idée des financements sur les marchands de biens ? Parce que quand on dit on a besoin de cash, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cash ? C'est parce que la banque, elle suit pas en fait le marchand de biens, elle demande des gros apports sur les activités comme ça. Oui, et en plus toutes les banques le font pas. Moi par exemple là, dans la banque dans laquelle je bosse, ils n'ont pas du tout les activités de marchand de biens, on les finance quasiment jamais, ou vraiment à la marge pour des clients qui ont d'autres activités professionnelles à côté. En général, une banque, elle va sur le marchand de biens, elle va demander au moins 30% d'apport de fonds propres, un peu comme sur les activités de promotion immobilière. Elle va en général ouvrir des lignes de crédit professionnels qui vont être nettement plus chers que des prêts immobiliers. C'est-à-dire qu'un prêt immobilier sur 20 ans aujourd'hui, on va dire grosso modo vous êtes à 4%. Pour du marchand de biens, vous pouvez vous retrouver avec un taux d'intérêt à 6,5. Donc ça coûte cher, hein. Si vous devez emprunter 200-300 000 euros sur un an pour faire votre opération, ça peut vite coûter assez cher en intérêt. Et sachant qu'en plus, si vous avez aucune expérience, la banque elle va avoir du mal à vous suivre, et particulièrement quand c'est quand vous êtes en gros prospect pour une banque, vous êtes nouveau client, c'est encore plus compliqué. Elles aiment pas trop de manière générale, elles trouvent ça risqué en fait. Pour elles, c'est pas assez... En fait, le cas où vous êtes facilement finançable en marchand de biens, c'est le cas où vous êtes marchand de biens depuis 10 ans, vous avez des bilans et vous pouvez montrer que vous avez 10 opérations qui tournent par an. Mais bon, quand il faut commencer... Exactement, quand on commence, on peut pas justement arriver et prouver. Moi, je vous recommande sur les premières opérations d'essayer de les faire au maximum en fonds propres.
donc de vous potentiellement vous associer avec quelqu'un qui a les fonds propres. Et en tout cas, quand vous avez une, voire deux opérations qui ont bien marché, là, vous pouvez commencer à aller voir les banques. Et en fait, vous allez voir la banque avec la nouvelle opération, mais en montrant que vous en avez déjà fait une ou deux qui se sont bien passées. Et c'est comme ça que vous allez rassurer le banquier à arriver à avoir un financement. Vous voyez, c'est quand même plus compliqué que pour le locatif, parce que le locatif, au final, suffit juste d'avoir les revenus qu'il faut, d'arriver avec un projet bien ficelé, un bon dossier bancaire, et on va pas vous demander, parce que sinon, personne n'arrive à se faire financer en locatif si à chaque fois la banque disait, faites d'abord une opération locative tout seul et après on verra, tu vois. Donc c'est quand même pas du tout, même pour effectivement, comme tu le disais, l'aspect du financement, c'est quand même pas pareil. Et du coup, ça c'est un prérequis, c'est d'avoir les fonds quand même, justement, les pépettes à mettre fonds, dedans. Des pépettes surtout qu'on n'a pas besoin. Encore une fois, c'est toujours, on vous le dit souvent, mettez pas toutes vos économies là-dedans, ça sert à rien de se mettre en danger, voilà, de l'argent. Oui, après une opération de marchand de biens, à un moment donné, si tu dois vider les fonds de tiroir pour la faire, tu l'as fait, tu vois, mais je veux dire, faut être sûr de son coût et du risque financier derrière. Ça, après, là encore, j'ai envie de te dire, ça dépend de l'OP. Si vraiment t'arrives à trouver un truc où t'as fait, même en faisant tout tel calcul, dans le pire des scénarios, où tu peux pas perdre de l'argent, ton risque est faible. On va dire, à part grosse surprise où t'avais pas vu que par exemple, je sais pas, le bâtiment avait vraiment un vice hyper grave que t'avais pas vu lors de tes visites, mais sinon, si vraiment t'arrives à acheter un bon prix, tu peux quand même être assez certain de retomber sur tes pieds. Donc justement, les trois prérequis, c'est les compétences, le financement ou le cash, et l'opération. Sachant que l'opération, ça aussi, c'est pas facile à trouver. Les opérations de marchand de biens, ça se trouve quasiment pas sur le bon coin. Alors justement, on vous a toujours dit qu'effectivement, ça a été notre cas pour toutes les opérations d'investissement immobilier. On les a quasiment toutes trouvées sur le bon coin, sauf les dernières où on nous les a apportées à force de justement se créer un réseau, dans l'immobilier. C'est ça qui nous a permis de trouver des opérations. Mais du coup, quand on est marchand de biens, en général, les opérations, on vous les apporte. C'est exactement que du off-market, avec des agents immobiliers ou des apporteurs d'affaires que vous connaissez et qui vont vous permettre d'intervenir sur des projets qui sont intéressants. Et il faut être capable d'aller vite parce que les marchands de biens, même si on n'a pas beaucoup, dès qu'il y a une belle opération, forcément ils sont capables dans la journée de venir se déplacer, savoir exactement estimer rapidement les travaux ou en tout cas les prix de revente qu'ils peuvent faire. Enfin, c'est quand même un métier où il faut aller très vite. On peut pas se tergiverser et se dire je verrai la semaine prochaine ce que j'en pense. Il faut que je revienne avec mon artisan. Non, il faut être capable d'aller visiter sur place et de savoir 1 ou 2 heures après si ça vaut le coup de faire une offre. Au niveau de la fiscalité, le marchand de biens, il est généralement c'est une société soumise à l'IH, je suppose. Enfin, je le sais même. Tu peux le faire en URL, mais je le recommande pas trop. Non plus, je recommande pas. Ouais, généralement, faites une SAS, c'est plus simple. Tu vois, pour la responsabilité. Exactement, comme ça, moi, c'est... Ça, déjà, justement, peut-être parce que avant qu'on parle fiscalité, on va peut-être parler responsabilité, parce qu'on vient de parler de la société. Le marchand de biens, c'est là qu'on vous disait que c'est pas, entre guillemets, n'importe qui peut faire du marchand de biens. C'est pas simplement vous, investisseur particulier, vous achetez quelque chose, vous faites des travaux, vous le revendez. Là, vous êtes considéré comme vendeur particulier, donc vous n'avez pas la garantie des vices cachés, quand vous passez devant le notaire. Quand vous devenez marchand de biens, vous êtes un professionnel de l'immobilier. Donc vous avez des garanties que vous devez à votre acheteur, alors qui sont pas aussi importantes qu'un promoteur qui construit, mais qui sont quand même assez importantes, notamment les vices cachés, un problème de toiture, un problème de fuite d'eau dans une canalisation, même si vous pouviez pas le savoir, c'est le principe du vice caché, vous êtes responsable et votre acquéreur peut venir chercher votre responsabilité. Et là, ça peut vraiment vous coûter cher, surtout que même si effectivement vous avez votre assurance responsabilité civile, en tout cas j'espère si vous êtes marchand de biens, surtout les assurances pro hyper importantes à prendre, mais ça peut vous coûter en fonds propres directement si c'est vous qui devez payer de votre poche les réparations nécessaires. Et dans l'immobilier, on sait vite que ça peut coûter très 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 cher. Exactement. Donc c'est pourquoi la SAS, Société à responsabilité limitée. Donc au moins, vous pouvez pas risquer plus de... SAS ou SARL? Non, je t'ai dit SAS. Ah oui. Mais la SARL, c'est le nom de la société, mais la SAS aussi, elle est à responsabilité limitée. J'ai eu un doute là quand je t'ai dit. Non, mais c'est une question. J'ai pas parlé du nom de la société, j'ai uniquement parlé du type de responsabilité que tu as dedans. Donc la SAS, quoi qu'il arrive, vous en tant qu'associé, on peut pas venir chercher plus que vos apports dans la société. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important de passer par ce type de société. C'est-à-dire que dans le pire des scénarios, on pourra jamais chercher plus que ce que vous avez apporté. Exactement, et au moins votre patrimoine personnel sera à l'abri. La TVA sur marge aussi. Oui, alors bon, ça on va peut-être pas en parler énormément parce que c'est assez complexe. C'est rapide, mais bon, c'est à prendre en compte quand même, c'est que vous êtes soumis à la TVA sur marge. La TVA sur marge, comment est-ce que ça se calcule? En gros,
On prend le prix de revente, moins les achats, et on regarde la valeur ajoutée dégagée, on fait 20%, enfin la marge dégagée, on fait 20%, et c'est pour l'État, voilà. Principalement, du coup, forcément, si on fait une plus grosse plus-value, plus il y a des chances qu'on paye pas mal de TVA, mais c'est quand même à prendre en compte que c'est pas une TVA classique, et surtout que vous y êtes soumis. Donc, Alors, faut pas oublier quand même. 2 points hyper importants. Effectivement, comme tu dis, le premier, c'est que vous êtes soumis à la TVA. Ouais. Donc, par rapport à un cas où, par exemple, vous revendez votre maison, votre résidence principale, là, vous n'êtes pas soumis à la TVA sur le montant. Donc, toute la plus-value vient dans votre poche. Et effectivement, comme tu le dis, en activité de marchand bien, vous êtes soumis à la TVA. Et en plus, quand tu parles de TVA sur marge, il faut faire hyper gaffe. C'est que c'est TVA sur marge à partir du moment où ce que tu achètes correspond à ce que tu revends. Et c'est là où tu as beaucoup de marchands de biens qui se font avoir, c'est que dans les cas de division foncière, il faut faire la division avant de faire l'acquisition. Ah ouais, je savais pas ça. Ah si, et c'est le principe de la TVA sur marge, c'est pour ça qu'on dit que c'est très dangereux d'être en marchand de biens et qu'il faut se faire accompagner comme il faut. C'est que si par exemple t'achètes un ensemble immobilier, disons par exemple une maison avec un grand terrain, et que tu décides ensuite de découper les terrains et de les revendre après avoir fait l'acquisition, tu seras en TVA pleine sur les terrains. Tu seras pas en TVA sur marge. Il faut avoir fait la division foncière avant l'acquisition. Et ça fait une diff. Hein. Et ça fait une diff, surtout en termes de délai, parce que ça veut dire que quand tu signes ton compromis avec ton acquéreur, il faut prévoir un délai beaucoup plus long pour avoir le temps justement de faire les démarches administratives et de mettre dans l'acte que la division est déjà actée au moment où tu achètes. C'est bon à savoir. Et c'est bon à savoir parce que en fait le principe de la TVA sur marge n'existe que si tu as similarité entre le bien que tu as acheté et le bien que tu revends. Tu vois, typiquement l'exemple classique de la TVA sur marge, c'est les voitures. C'est-à-dire que tu achètes une voiture 10 000 euros, tu la revends 12 000 euros. Là, je parle pour un concessionnaire, un professionnel de l'automobile. Tu achètes une voiture 10 000 euros, tu la revends 12 000 euros. Ta TVA, elle est que sur tes 2 000 euros de marge. Ouais. Maintenant, imaginons tu achètes des moteurs, tu les mets dans des voitures et tu revends moteur plus voiture, là tu seras en TVA pleine. Oui. Parce que tu n'as pas similarité entre ce que tu as acheté et ce que tu revends. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Et la différence vient se faire justement dans être bien certain que ce que tu achètes, c'est la même chose que ce que tu revends. Donc ça veut dire que quand tu achètes par exemple un immeuble que tu veux diviser en appartements, il faut bien que si tu veux revendre appartement par appartement, il faut bien qu'au moment où tu vas acheter, il faut bien que le nombre d'appartements soit équivalent à celui que tu vas plus tard revendre à la découpe. Si t'as rajouté des appartements après, tu peux te retrouver avec des problématiques de TVA pleine sur ton prix. Et là, tout de suite, ta marge, elle peut totalement disparaître par finalement une TVA prix pleine, sachant qu'encore une fois, la plupart du temps, tu achètes un investisseur particulier, donc tu récupères pas la TVA sur ton prix. En plus, ouais. Donc c'est pour ça que tu vois, tu disais que c'était assez simple la TVA sur marge au niveau du taux et plus ou moins de l'idée d'estimer un peu combien ça va coûter. Mais il faut faire super attention être sûr d'être en TVA sur marge en fait et de pas se tromper justement de faire des histoires de division foncière après l'acquisition. Faites-vous accompagner en fait, c'est mieux quand même. Faut se faire accompagner ou en tout cas connaître les tenants aboutissants juridiques de ce type d'opération. C'est pour ça que. Ah mais tu vois, il faut être quand même averti. Exactement, mais c'est l'objet du podcast en fait. C'est justement, on faisait cet épisode pour un petit peu montrer que sur le papier, ça peut paraître super simple. Et effectivement, c'est une activité qui est très rémunératrice parce que vous allez gagner parfois 50 ou 100 000 euros en 6 mois. Ça peut vraiment changer des vies et changer des parcours d'investissement quand on arrive à faire des belles opérations de marchand de biens. Mais là, on n'a même pas encore parlé des risques financiers, on est juste sur les risques juridiques et fiscaux. Et on voit déjà qu'il y a des points d'intention importants à maîtriser avant de se lancer là-dedans. C'est bien, du coup, aussi, t'as dit que... ça fait partie aussi de pourquoi est-ce que les marchands de biens, ça peut attirer beaucoup de monde et ça attire les formations, c'est qu'il y a des gros leviers quand même pour faire de l'argent. Ah oui. Moi, en fait, une OP... je sais pas, mais tu penses que c'est faisable, une OP, et tu vis tranquille le reste de l'année ou pas ? Ouais, largement. Moi, je vois. Alors, je vois souvent parce que c'est pas forcément des. Enfin, si même. Regarde, je peux te citer 2 opérations que j'ai en tête. Une opération qui a été faite par un client, donc par quelqu'un que je connais, qui, ou entre guillemets, j'ai les preuves des chiffres, qui avait plus ou moins acheté une maison plus terrain. Je pense qu'ils avaient dû acheter ça quelque chose comme 600 000 euros. Et une fois qu'ils ont divisé, revendu la maison d'un côté, viabilisé les terrains, revendu les terrains de l'autre, ils ont dû plus ou moins encaisser 950 000.
Donc on doit être à 350 000 euros de marge. Sur une opération qui a pris un peu de temps, parce qu'en ce moment, en tout cas dans notre région, les délais administratifs sont très longs, donc ça a dû prendre 1 an et demi. Ouais. Mais sur 1 an et demi, tu gagnes 350 000 euros de marge. Alors attention, ils ont 2 associés, il y a les coûts fixes de la société, il y a quelques frais de géomètre, des frais de plus ou moins administratifs divers, mais et des intérêts à la banque surtout. Mais grosso modo, tu gagnes 350 000 euros de chiffre d'affaires en 1 an et demi sur une activité qui t'a pas forcément pris 100% de ton temps, quoi. Donc quelles sont les activités aujourd'hui où tu peux avoir des taux de rendement pareils sur ton temps investi, quoi. T'en as pas énormément. Après, une autre opération que j'ai vue il y a pas très longtemps, mais ça c'est un mec qui l'a présenté. Alors c'est toujours pareil, on peut imaginer que c'est pas forcément vrai, mais bon, je vois pas forcément pourquoi il aurait menti. J'ai vu une opération sur les réseaux sociaux où le mec avait réussi à choper une maison dans les 400 000 euros et il avait réussi en faisant 50 000 euros de travaux à le revendre dans les 650 000 euros. Donc il avait fait à peu près 200 000 euros de marge en 6 mois. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, on était quand même à chaque fois sur des tickets où faut quand même apporter tout de suite entre 400 et 500 000 euros direct, quoi. Ouais, et puis tu mets combien de temps à les récupérer? En fait, c'est ça c'est tout le problème. Ouais. Si t'es capable, par exemple, le mec l'avait réussi à le faire en 6 mois, si tu le fais en 6 mois, c'est magnifique, parce qu'à ce moment-là, ça te coûte pas très cher en termes d'intérêt à la banque et ton cash return est énorme. Le cash return, c'est en gros de combien tu gagnes plus ou moins annualisé, c'est-à-dire combien t'as gagné sur le cash que t'as investi par rapport au temps que ça t'a pris. Le cash return est gigantesque. Mais maintenant, t'as quelques problèmes qui s'ajoutent, t'as des délais administratifs plus longs, tes travaux, t'as une couille parce que tu te rends compte qu'en fait la maison, elle a mal été construite et qu'il faut reprendre des murs. Par exemple, j'ai eu le cas sur un client comme ça, où en fait la maison, elle avait été mal, les fondations avaient été mal coulées, et en fait ils ont dû quasiment péter toute la maison en fait, et remettre des espèces de pieux en acier dans les murs. Enfin, la maison, elle doit être blindée maintenant, tu vois. Mais en fait, c'était le seul moyen que la maison s'effondre pas sur elle-même, parce qu'apparemment, elle était entièrement fissurée, mais une maison plutôt récente. Et ça avait été couvert par l'assurance. Ah, quand même, ouais. Okay. Mais le problème, c'est que ça a mis 3 ans. Donc, tu vois, en termes de cash return, là, ils ont eu la maison, elle vaut 400 000 balles. Ils ont eu 400 000 balles bloquées pendant 3 ans, quoi. Ouais. Sachant que c'était une maison qu'ils voulaient vendre et qu'ils pouvaient pas la vendre tant que ce problème n'était pas réglé, et qu'en fait l'assurance, ça a à peu près mis 1 an que l'assurance prenne en charge le sinistre, ouais. Et l'entreprise parce que c'est assez rare les entreprises qui vont intervenir sur ce genre de chantier, 2 ans de délai pour intervenir. C'est affreux. Tu vois, ouais, donc, mais il faut l'avoir en tête quand même. Il faut l'avoir en tête. Donc encore une fois, l'opération parfaite, c'est celle où vous avez une belle marge et qui va vite. Si maintenant elle va pas vite, il faut que vous soyez certain que vous puissiez tenir, parce que là par exemple c'est un de nos cas sur les opérations, avec des taux à 4%, quand tu dois payer les intérêts de ton prêt, enfin du cash que tu as emprunté et que t'as pas encore les revenus qui rentrent en face, ouais, c'est un peu tendu. Ça peut représenter direct un demi-mois de salaire, voire un mois de salaire en entier, quoi. Donc là encore, on n'est pas sur l'investisseur débutant qui a pas beaucoup d'argent de côté et où c'est sa seule source de revenus, quoi. Sinon, ça peut vite faire très mal. C'est-à-dire que tu es capable de émettre du cash dans l'opération et que tu as encore un peu de cash à côté pour payer les intérêts ou faire plus ou moins déjà toi te nourrir, tu vois, et après pouvoir faire face aux différents frais non prévus, imprévus qui peuvent s'ajouter au projet, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok pour ça. Après, les opérations de marchand de biens, quand vous arrivez à trouver une belle opération, soit vous savez faire, soit si vous savez pas faire, je pense que le mieux c'est de trouver quelqu'un qui sait faire et de s'associer avec. Ça, on en avait parlé en début d'épisode, mais pour moi ça reste la clé pour vraiment avancer. Et pour toi, ça serait quoi les critères pour choisir un bon associé sur le marchand de biens, en tant que marchand de biens du coup? En fait, il faut trouver quelqu'un, c'est... Parce que nous, on s'y intéresse quand même pour l'année prochaine, je pense. Ouais, mais tout seul, ça sera compliqué. Enfin, donc on est vraiment du cul. Mais le mieux, c'est pour au moins mettre un pied à l'étrier, c'est de s'associer. Et je sais que tu cherches un associé du coup pour ça. Oui. Et pour toi, du coup, c'est quoi les critères? Les critères, ça serait de trouver, c'est comme dans toute association, c'est de trouver quelqu'un qui est complémentaire. C'est-à-dire que si vous avez les mêmes compétences, alors si vous avez toutes les compétences, ça marche, mais si vous n'avez pas toutes les compétences, il va vous manquer certaines compétences. Donc tu vois, typiquement, si on devait prendre un exemple pour nous probablement qu'on aurait plus ou moins les connaissances en termes juridiques, fiscaux, financiers, plus ou moins.
Il nous manquerait plus ou moins les connaissances techniques pures en termes de génie civil, de travaux, même si on a des connaissances là-dedans, tu vois, mais être capable d'aller visiter un bien et d'estimer directement, de chiffrer les travaux en 30 minutes, ça c'est pas encore forcément une capacité qu'on a aujourd'hui, en tout cas par l'expérience qu'on en a eu. Donc ça serait probablement de trouver un associé là-dedans. Et sans doute aussi un associé qui est capable d'avoir du cash, parce que même si nous aujourd'hui on peut lever du cash, on peut peut-être pas non plus en lever suffisamment pour faire des opérations qui sont trop importantes. Donc si on trouve une très belle opération mais qui est trop chère, ça serait du coup, et de trouver en plus quelqu'un qui est complémentaire sur l'aspect du financement, d'être capable d'apporter du cash ou de pouvoir faire du levier bancaire pour l'opération. Et toi, je pense, parce que moi la question qui me vient, c'est que l'autre associé, il y trouverait quoi du coup comme avantage à nous prêter du cash? Bon, on serait dans la même société du coup. Peut-être que justement, comme je te disais, nous on a quand même aussi du cash à injecter dedans, donc ça serait de augmenter l'effet de levier commun, c'est-à-dire que on amène du cash, il amène du cash, tu vois, donc d'être plus ou moins 50-50 sur cet aspect-là, mais de pouvoir faire plus gros que si on était tout seul. Ouais. Et surtout, lui, il gagne des associés qui s'y connaissent sur la sphère juridico-financière et sur plus ou moins la capacité à trouver des opérations. C'est vrai. Parce que l'idée, ça serait quand même de trouver l'opération. Maintenant, si effectivement... Après, c'est vrai que c'est du temps aussi. Hein. Des fois, on se rend pas compte, mais c'est vachement de temps. C'est vachement de temps. Et puis, encore une fois, si on résume, c'est toujours pareil. Hein, c'est les compétences, le cash, l'opération. Donc, le cash... il y en a pour qui c'est plus un problème en plus. Ouais, c'est ça, il y en a pour qui c'est pas un problème, mais je veux dire, je pense même que des 3 leviers, c'est le moins grave. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est le plus facile à trouver parce qu'on peut toujours trouver quelqu'un qui a du cash. On lui dit, écoute, j'ai vraiment un bon plan, regarde l'opération. En tout cas, il faut pas bidonner, mais vous amenez un vrai dossier constitué, vous trouverez toujours quelqu'un qui a du cash à investir, qui sera prêt à le faire avec vous. Les compétences, là aussi, ça se trouve, tu vois, parce que nous, on n'a pas toutes les compétences, mais on en a quand même une bonne partie. Je pense que c'est assez facile de trouver quelqu'un qui a les compétences manquantes. Et le plus dur finalement c'est de trouver l'opération. Et ça, l'opération, c'est le réseau, et c'est pour ça qu'en général c'est souvent des gens qui ont de l'expérience, parce que le réseau, comme on le disait justement dans l'épisode de la semaine dernière, ça vient avec le temps quoi. Ça se trouve pas du jour au lendemain. Et pour l'instant, des opérations de marchands de biens, on n'en a pas forcément, il y en a pas forcément qui sont venus sous notre nez, mais parce qu'on n'en a pas demandé non plus. Vu que là on est quand même focus sur le locatif. Ouais, non, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant. Puis en plus, nous on est dans une région où c'est quand même difficile, l'immobilier est très cher. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pareil dans toutes les grosses villes de France. Oui, parce que tu vois, par exemple, j'avais vu une belle opération. C'était un mec qui était passé dans un autre podcast immobilier, qui avait fait une opération sur Paris. Alors, je crois que c'était à Malakoff ou vraiment dans la petite couronne autour de Paris. Et il avait réussi à trouver un immeuble qu'il avait racheté à prix cassé parce que l'immeuble était entièrement à rénover. Et il avait réussi à faire quelque chose comme 15 lots. Donc, t'imagines 15 lots en région parisienne. Je pense qu'il avait déjà lâché genre 1,5 million pour l'immeuble, sachant que c'était vraiment pas cher au prix au mètre carré par rapport au quartier. Et il avait peut-être eu 500 000 euros de travaux, et après il en avait revendu une partie pour éponger un petit peu de son endettement, et il en avait gardé une autre partie en location. Donc il a fait une opération mix marchand de biens locatif. Effectivement, tu vois, t'étais direct sur 2 millions d'euros d'OP quoi. Oui. Et nous, dans notre région, oui, on va dire les plus petites OP que tu vas trouver, ça va être 200-300 000 euros. Encore, ce sera vraiment des petites opérations qui sont entre guillemets très faciles, donc avec des marges qui vont être faibles. Ou alors, si tu veux commencer à aller sur du costaud et faire des grosses marges, ouais, c'est minimum 600 000 euros. Ah, faut les avoir quand même. C'est exactement là, faut les avoir. Et faut les avoir. Et puis c'est toujours pareil. Je pense que c'est trouver l'opération. Ouais, en fait, c'est trouver. Encore, vraiment, les sous, moi, c'est même pas trop ce qui m'inquiète. C'est surtout vraiment trouver. Faut chercher, quoi. Et après, je dirais que l'autre ennemi, on en parlait tout à l'heure, c'est le temps, parce que chez nous, tous les délais administratifs sont très longs, et qu'une opération que tu peux estimer qui doit se déboucler au bout d'1 an, elle peut mettre beaucoup plus. Par exemple, mais rien que nous. Dès qu'on doit signer un bien, ça prend 6 mois et demi, quoi. Exactement. Au bout d'un moment. Et puis, par exemple, moi, j'ai un client. Alors, c'est pas des opérations de marchand de biens pur, parce qu'en fait, son job, lui, il est constructeur de maisons individuelles. Donc, en fait, il construit. Il construit des maisons, et souvent en fait il trouve le terrain en même temps. Donc en fait, quand l'acquéreur vient le voir pour une maison, il lui propose un terrain en même temps. Donc en fait, il a 2 sociétés, une qui construit la maison et l'autre qui vend des terrains.
Et du coup, celle qui vend des terrains, ça s'assimile plus ou moins du marchand de biens, même si lui, il va un peu au-delà du, il va un peu au-delà du truc vu qu'il fait aménageur et qu'il construit la maison en même temps. Mais il m'expliquait que des opérations qui devaient prendre un an en prenaient parfois 2 parce que entre le moment où il trouvait son client, que le mec avait son prêt, qu'ils avaient toutes les autorisations nécessaires pour construire la maison, sachant que chez nous, il y a un gel des permis de construire qui se met en place dans l'agglomération montpelliéraine où on est. Ça, j'ai rencontré un autre investisseur justement cette semaine qui lui avait un super projet où il avait réussi à choper une maison dans une petite ville autour de Montpellier qui devait construire un immeuble en R+3 de 8 grands appartements. Ouais. Il avait entièrement ficelé son projet, il a le cash. Simplement, la mairie a gelé son permis de construire pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, en fait, il n'a pas la réponse sur son permis de construire. Donc t'es marchand de biens, tu te retrouves dans cette situation. Si tu l'as pas anticipé ou que t'as pas la capacité à te dire bon je l'ai bien mis dans mon compromis, une clause suspensive qu'il faut que j'ai mon permis de construire avant, en fait tu peux vite te retrouver marron. T'as acheté un truc, tu le revendras plus ou moins le même prix que tu l'as payé, mais bon tu perdras du temps, des frais, et t'auras un cash return négatif quoi. Donc il y a en fait quand tout roule, c'est, je pense, l'activité la plus rémunératrice et la plus facile sur le papier pour l'énergie dépensée pour le cash récupéré. Mais je pense que le gros souci, c'est les OP qui se passent mal. Et je pense que si on veut être objectif, là encore, c'est pas notre retour d'expérience, mais c'est plus ou moins ce qu'on en voit autour des marchands de biens qu'on a eu l'occasion de rencontrer. C'est que vous allez à peu près avoir 2 opérations sur 3 qui vont bien se passer. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes marchand de biens, il faut que vous soyez capable de générer plusieurs opérations en même temps. Pour que l'opération qui se passe mal se compense avec celle qui se passe bien. Un peu comme quand vous faites de l'activité d'investissement boursier par exemple, où vos investissements mauvais doivent être compensés par vos beaux investissements quoi. Et je pense que c'est le souci pour démarrer, c'est que si on veut démarrer à son petit niveau et qu'on n'a pas la capacité de vite générer plusieurs opérations, si directement dans la première ça se passe mal, ça peut vite compliquer les choses pour la suite. C'est vrai. Après, tu vois, peut-être pour faire peut-être une touche sur comment démarrer l'activité de marchand de biens. Du coup, parce que ça s'adresse quand même à des débutants, je pense. Je pense. Après, si vous êtes marchand de biens professionnel, faites-le nous savoir. Mais je pense que pour des débutants, le plus simple, c'est l'achat-revente de résidence principale. Ça, vraiment, c'est... pour lever du cash, déjà, c'est une très bonne manière. C'est game changer pour plein de raisons. Déjà parce que c'est vachement plus simple de se dire on achète une maison, on fait des travaux, on crée de la surface, par exemple en aménageant le garage, en aménageant les combles, etc. Qui nous permettent de revendre la maison plus cher qu'on l'a payée. Ça, c'est plus facile à faire que des opérations de division foncière ou des trucs il faut vraiment, entre guillemets, maîtriser l'urbanisme et les délais. Pour lever de la dette, c'est très facile parce que vous allez à la banque, elles vous accueillent bras ouverts. C'est le seul truc qu'elles veulent financer en ce moment d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai en plus. Donc vous arrivez à la banque, vous êtes là pour financer de l'ARP, donc ça marche super bien. Et on est exonéré de plus-value. Exactement. La revente de résidence principale, vous êtes exonéré sur la plus-value, donc pas de TVA, pas d'IS. Et en plus, en termes de responsabilité, vous êtes un vendeur particulier, donc vous n'avez pas la garantie des vices cachés. Exactement. Après, attention, parce que souvent, il y a contrôle quand même, quand vous faites ça un peu trop souvent. Essayez de faire ça de manière intelligente, c'est-à-dire justifier toujours un changement de maison. Oh, bah j'ai changé de travail. Oh, bah on a eu un 2e enfant. Oh, bah on a voulu plus grand. Enfin, des choses qui peuvent être cohérentes aux oreilles de l'administration fiscale, parce que le risque, c'est que vous soyez juste requalifié de marchand de biens avec tout ce que ça implique. Toutes les conséquences fiscales derrière. Voilà, mais en soi, si vous le faites tous les 2 ans, je pense que ça passe. Je sais même pas si on va redire ce genre de choses dans le podcast, mais... Si, on peut en parler. En fait, moi, à votre place, je le ferai tous les 2 ans. Enfin, je pense que nous, c'est ce qu'on fera aussi. Je pense qu'il faut le faire tous les 2 à 3 ans maximum, en fait. Faut pas les enchaîner. Si t'en fais 2 par an, forcément que tu vas te faire requalifier direct. Et dans tous les cas, il faut toujours pareil, c'est raconter une histoire, en fait. Même si effectivement vous faites plus ou moins de l'achat-revente de RP avec une logique de spéculation derrière, il faut que cet aspect-là de votre opération soit éclipsé par le fait que, en fait, vous viviez dans un appartement, puis vous avez acheté une maison, puis en fait, la maison, on pouvait pas faire de piscine. Donc, du coup, vous avez voulu une maison plus grande avec piscine, parce qu'en même temps, vous avez eu votre 2e enfant. Puis en fait, vous étiez trop loin de vos parents, vous avez voulu vous rapprocher. Ou au contraire,
contraire vous étiez trop proche d'une grande ville, vous avez voulu vous en éloigner, pardon. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui vont venir en fait montrer que l'aspect spéculatif n'est que secondaire et qui ne remet pas en question le fait que vous étiez bien dans une résidence principale. Parce que on a déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais est-ce que c'est bien d'acheter sa RP en premier bien d'investissement? Et on avait déjà dit que en fait, si justement vous avez une plus-value latente ou potentielle sur votre RP, en fait, oui, il faut, et que surtout vous vous endettez pas au max avec cette RP, c'est-à-dire que vous avez les moyens, enfin ça vous éclate pas le taux HCSF pour les banques. En fait, oui, c'est intelligent de faire ça parce que vous allez récupérer des fonds après. Du cash qui après soit vous permet de réinvestir dans l'IMO locatif du fait de l'effet de levier sur l'IMO locatif, voire de réinvestir dans d'autres classes d'actifs, la finance, des cryptos, ou alors même de lancer une activité de marchand de biens véritable et professionnelle, mais avec du cash déjà pour pas partir, on va dire, à poil sur ce type d'opération. Et en plus, effectivement, comme tu le dis, si vous êtes pas au taquet de votre capacité d'endettement, vous pouvez avancer sur vos deux jambes. Une partie sur une RP avec potentiel de plus-value et l'autre partie sur du locatif avec effet de levier. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le marchand de biens? Parce que je pense qu'on arrive à la fin. Ouais, non, je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Je répète encore une fois parce que je pense que c'est super important, mais c'est penser vraiment à toutes les conséquences juridiques en termes de responsabilité sur cette activité-là. Si en tout cas vous sortez simplement de revendre une résidence principale, là bon, il y a pas de problème, c'est de l'immobilier, on va dire plus classique. Gardez à l'esprit que c'est vraiment une activité professionnelle, que quand on se lance là-dedans, 90% des marchands de biens qu'on a rencontrés, ils se sont associés au début parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus et que ça sécurise un peu le risque aussi. C'est ça, et puis que c'est quand même des grosses sommes parce qu'on va dire que sur du locatif, vous êtes quand même sur du long terme, donc même quand vous faites une connerie en mode vous avez mal estimé vos travaux, ça va plus ou moins s'amortir dans la durée avec les loyers que vous allez rentrer en face. Là, le marchand de biens, ça doit être rapide, ça doit bien se passer. Si c'est pas rapide et qu'en plus ça se passe mal parce que vos travaux ont mal été estimés, etc., ou qu'en fait vous avez mal estimé le marché, que vous n'arrivez pas à trouver un acheteur, tu vois, on n'a pas parlé de ce cas-là aussi, mais bon. La revente qui se passe pas. C'est ça, mais le marchand de biens, il encaisse au moment où il revend, donc s'il n'arrive pas à trouver quelqu'un, ou alors qu'il doit baisser son prix pour trouver quelqu'un rapidement, en fait ça va venir rogner votre marge et ça serait bête finalement de faire des opérations blanches sur du marchand de biens. Vous avez donné beaucoup d'énergie, sachant que honnêtement le gros point noir, ça rejoint un peu notre anecdote d'introduction, mais c'est l'administratif en France, parce que vraiment c'est une plaie et que en fait on est dans un pays où on n'aime pas ce genre de choses. Je sais pas pourquoi on est dans un pays où on n'aime pas la spéculation immobilière est super mal vue alors qu'elle a quand même des vertus, c'est-à-dire que la plupart du temps en fait vous prenez quelque chose qui est pourri, où personne veut y vivre, qui pas du tout dans les normes environnementales, énergétiques actuelles, et vous allez en faire quelque chose de bien pour le revendre. Alors certes, ça va se revendre cher, et qu'en fait vous faites ça parce que vous allez le revendre cher, mais en fait c'est positif dans l'économie. C'est-à-dire que vous avez pris quelque chose qui était logement, ou je ne sais voilà, pas, c'est ça. Vous avez pris quelque chose qui était désuète, et en fait vous en faites quelque chose de bien. Donc en fait c'est positif, mais c'est assez mal vu par à la fois l'aspect fiscal et l'aspect surtout administratif de la chose. Donc faites attention à ça. Et c'est toujours pareil comme dans tous investissements, ne vous lancez pas dans des trucs trop gros que vous n'arriverez pas à assumer derrière. C'est je pense le point principal. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Quitte le Boomer Dream, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait vachement plaisir, et à vous abonner bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi, parce que c'est ça souvent qui marche le mieux, à envoyer le podcast éventuellement à quelques personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Vraiment, on vous remercie énormément de vous faire nos retours et à nous poser des questions. C'est vrai que cette semaine, on n'avait pas de questions, c'est pour ça qu'on a fait une intro un peu plus rapide. Et puis surtout, on vous souhaite une très bonne semaine. On vous dit à très bientôt. Ciao.